qui est aussi impératif. Le bilan paraclinique, il sera orienté par l'examen clinique et l'orientation étiologique. On fera la recherche de paramètres biologiques de l'inflammation, une étude du liquide synovial, le cas échéant, et un bilan immunologique qui aide au diagnostic étiologique, un bilan infectieux et un bilan d'imagerie. Pour les paramètres biologiques de l'inflammation, alors on appréciera la vitesse de sédimentation, la CRP, le taux de fibrinogène et l'électrophorèse des protéines sanguines qui seront en faveur d'un syndrome inflammatoire s'il y a un rhumatisme inflammatoire chronique. Dans la formule numération sanguine, on pourra trouver une hyperleucocytose, une anémie inflammatoire et une hyperplaquétose. Si on peut retirer du liquide synovial, on appréciera sur le plan macroscopique déjà si le liquide est en faveur d'une pathologie inflammatoire, il sera jaune citrin ou trouble. Par contre, à faire attention, si vous trouvez du pus, ben, c'est en faveur d'une infection. Et il peut être aussi hématique quand c'est trop inflammatoire ou si on a trituré l'articulation. L'examen microscopique est capital. Lorsqu'il y a un rhumatisme inflammatoire, il sera riche en cellules, plus de 2000 éléments par millimètre cube. Donc, faire de façon indispensable l'étude microbiologique à la recherche de germes directs avec mise en culture. Il faut rechercher aussi les microcristaux pour le diagnostic différentiel si on pense à la maladie gouteuse ou à la chondrocalcinose. Le bilan infectieux, le contexte prête à l'infection. Il faut, si vous avez de la fièvre, faire des hémocultures au pic fébrile. Aussi, s'il y a urétrite, faire des prélèvements urétraux et des sérologies infectieuses si on pense au rhumatisme post-streptococcique qui est maintenant pratiquement a disparu grâce à l'antibiothérapie. On recherchera les ASLO et les ASTO. Sérologie VIH, le cas échéant, si dans la primo-infection du VIH, on peut avoir des arthrites, et sérologie de l'hépatite B et C, le parvovirus B19 et la borréliose de Lyme, en fait, elle est exceptionnelle chez nous, c'est beaucoup plus en Europe. C'est à la faveur d'une morsure de tique de daim après un séjour en forêt ou en montagne. Donc, et pour les arthrites réactionnelles, on recherchera sérologie chlamydienne ou de salmonelle ou de Yersinia. Les autres examens diagnostiques servent beaucoup plus au retentissement, comme le bilan rénal, le bilan hépatique. On pourra effectuer une uricémie si on pense à la maladie gouteuse, les enzymes musculaires si on pense à myopathie inflammatoire. Le bilan immunologique, là, on va rechercher l'empreinte de la maladie causale. Donc, ça va être les facteurs rhumatoïdes et les ACPA, les anticorps antipeptides citrullinés qu'on retrouve dans la polyarthrite rhumatoïde ou les facteurs antinucléaires qu'on retrouve dans la maladie lupique et qu'on peut trouver dans d'autres connectivites comme le Gougerot-Sjogren. Les ANCA dans les vascularites, les anticorps antiphospholipides dans le syndrome des antiphospholipides, le complément, le dosage du complément et le HLA27 qu'on trouve dans la spondyloarthrite ankylosante. Les anticorps antipeptides citrullinés sont présents dès le début de la maladie, contrairement aux facteurs rhumatoïdes, qui sont généralement absents les 6 premiers mois de la maladie, alors que les ACPA sont positifs dès le départ chez 70% des patients. D'ailleurs, ils sont plus spécifiques à la pathologie, c'est-à-dire lorsqu'ils sont positifs, le risque de faire une PR est plus élevé. Les anticorps antinucléaires, de façon exhaustive, les voici. Donc, on peut avoir les anticorps anti-DNA natifs qu'on trouve dans le lupus, les anti-SSA, anti-SSB dans le Gougerot et les anti-sclé 70 dans la sclérodermie. Donc, ils sont résumés ici. On les recherche avec l'immunofluorescence indirecte sur cellules type HEP2. Donc, vous avez l'immunofluorescence est homogène dans le lupus, elle est mouchetée dans le Gougerot et la sclérodermie. Le bilan d'imagerie. Donc, ce volet va être précisé par le docteur Abdelawi plus tard. Donc, devant une oligo- ou polyarthrite récente, les radiographies articulaires sont normales au départ.
Dans les rhumatismes inflammatoires qui sont destructeurs, il faut savoir que les lésions mettent du temps pour apparaître, d'où l'intérêt d'ailleurs de faire une échographie, voire une IRM. Le bilan comprendra au départ pour une polyarthrite rhumatoïde une radiographie des mains et des pieds, l'avant-pied de face et des poignets. Donc, si on soupçonne une spondyloarthrite, il faut faire impérativement le bassin, mais aussi le rachis de face et de profil. Le téléthorax, il est demandé dans tous les cas, même à titre pré-thérapeutique. Donc, en fonction de la clinique, on pourra aussi compléter avec une IRM, voire un scanner, le cas échéant. Donc, comment on fait le diagnostic positif? Là, on va surtout exposer les rhumatismes les plus couramment observés. Donc, d'abord, la polyarthrite rhumatoïde. Elle touche beaucoup plus la femme par rapport à l'homme. Elle commence par une oligo- ou polyarthrite distale symétrique des mains et des pieds. Elle épargne les interphalangiennes distales et les facteurs rhumatoïdes, on l'a dit, peuvent être négatifs au départ. Donc, elle épargne les interphalangiennes distales. Ensuite, la polyarthrite rhumatoïde peut toucher toutes les articulations, les petites et les grosses articulations. Elle épargne le rachis, sauf le rachis cervical. Si on ne fait pas le diagnostic à temps et on ne traite pas le patient convenablement, ben, on pourra observer ces déformations avec ces déformations des pieds et des mains, avec le fameux dos de chameau, le coup de vent ulnaire ou cubital et la déformation des mains en col de cygne ou en boutonnière ou en maillet. Le diagnostic positif en CED avec les critères ACR-EULAR 2010, ben on appréciera le nombre d'articulations atteintes. Si la sérologie facteur rhumatoïde et ACPA est positive, la durée des arthrites, plus ou inférieure à 6 semaines, et les marqueurs de l'inflammation, s'il y a un syndrome inflammatoire biologique ou pas. Si le score est supérieur ou égal à 6, on retiendra le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde. Pour la spondyloarthrite ankylosante, elle touche plus l'homme, mais attention, elle peut toucher aussi la femme. Donc, ça commence par des lombalgies inflammatoires, des féssalgies à bascule. Elle peut aussi commencer par une oligoarthrite asymétrique du membre inférieur. Elle peut toucher les doigts comme les orteils et donner une dactylite. Donc, elle peut toucher aussi l'interphalangienne distale comme proximale et la métacarpophalangienne. La spondyloarthrite ankylosante peut ensuite s'étendre au rachis dorsal, puis cervical. Donc, elle monte vers le rachis cervical et toucher toutes les articulations par la suite, y compris la hanche, mettant le pronostic fonctionnel en jeu. Donc, si on ne fait pas le diagnostic à temps, on aura un enraidissement progressif de la colonne vertébrale avec perte de la lordose lombaire et exagération de la syphose dorsale. On cède avec les critères de classification ASAS. On a plusieurs critères de diagnostic, comme les anciens critères AMOR qu'on utilise de moins en moins. Mais critères ASAS nous aident à faire le diagnostic. Si on a une sacroïléite, par exemple, et au moins un des critères évoquant une spondyloarthrite, ben, on peut retenir le diagnostic. Et si on a le HLA-27 avec au moins 2 critères de SPA, ben, on peut retenir le diagnostic de spondyloarthrite. Concernant le rhumatisme psoriasique, ben, il touche l'homme comme la femme. On a une atteinte cervicale possible, une sacroïléite et une atteinte cutanée avec un psoriasis, une dactylite et une atteinte des interphalangiennes distales. Il faut savoir qu'on a des formes rhumatoïdes-like qui ressemblent à la polyarthrite rhumatoïde, mais il y a absence de facteur rhumatoïde. C'est un rhumatisme qui est destructeur. Le rhumatisme des entérocolopathies, il y a une légère prédominance féminine. Ben, il peut s'exprimer par des rachialgies inflammatoires, par une sacroïlite ou des arthrites, surtout des grosses articulations des membres inférieurs, avec des manifestations bien sûr digestives en faveur d'une MICI, avec une diarrhée chronique ou aphthose en faveur d'un Crohn. Le syndrome de Gougerot-Sjogren, c'est un rhumatisme non destructeur. On a des anticorps anti-SSA et anti-SSB souvent présents, avec sécheresse oculobuccale et arthralgie ou arthrite et parfois une vascularite cutanée à type de purpura des membres inférieurs.
Le lupus érythémateux systémique, c'est la maladie tueuse des jeunes filles. Avant, on l'appelait ainsi. Donc, elle concerne surtout les jeunes femmes. Donc, c'est un rhumatisme non destructeur, mais ravageur. Il peut toucher n'importe quel viscère. On peut avoir des atteintes rénales, atteintes cardiaques, pulmonaires, des atteintes musculaires, un phénomène de Raynaud, une photosensibilité, un érythème malaire et des anticorps spécifiques au lupus comme l'anti-SM ou l'anti-DNA. La pseudopolyarthrite rhizomélique, qui a une légère prédominance féminine, c'est surtout le sujet de plus de 50 ans. Donc, il y a une atteinte rhizomélique des ceintures pelviennes et scapulaires. On aura des signes généraux avec fatigue et fièvre et amaigrissement et une vitesse de sédimentation élevée. Donc, pour la prise en charge thérapeutique, il faut savoir que ce n'est pas le volet qu'on exposera lors de cette présentation, mais on survolera les différents piliers du traitement. Donc, le traitement symptomatique est important, mais on s'aidera aussi d'un traitement de fond, un traitement local parfois, et la rééducation, qui est un volet aussi qui a sa place dans la prise en charge des rhumatismes inflammatoires chroniques, et le traitement chirurgical dans les formes avancées. Il faudrait savoir évaluer l'activité de la maladie, et on va voir aussi l'importance de l'éducation thérapeutique. Le traitement de fond, donc, il comportera des antalgiques. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, c'est surtout dans les spondyloarthrites, s'il n'y a pas de contre-indication, et la corticothérapie dans la polyarthrite rhumatoïde et les différentes connectivites. Donc, le traitement de fond, il y a le traitement synthétique et le traitement biologique. Le traitement synthétique, on a surtout le méthotrexate, qui est le gold standard, c'est ce qu'on utilise couramment dans la polyarthrite rhumatoïde, par exemple, ou les autres connectivites. On a la sulfasalazine qu'on utilise souvent dans les spondyloarthrites, surtout avec Mickey, et le leflunomide qu'on utilisera dans la polyarthrite rhumatoïde ou le rhumatisme psoriasique. Hydroxychloroquine étant le traitement complémentaire avec d'autres traitements de fond dans certains rhumatismes comme la polyarthrite rhumatoïde ou dans le lupus. Le traitement biologique, donc, c'est une thérapeutique ciblée. Elle va cibler les cytokines pro-inflammatoires, à savoir le TNF-alpha, l'interleukine 6 ou l'interleukine 1 et d'autres interleukines. Donc, et on a les inhibiteurs de la fonction cellulaire du lymphocyte B. C'est surtout le récepteur CD20 des lymphocytes B ou des lymphocytes T comme l'abatacept. Le traitement local, si nécessaire, certains arthrites demandent à être ponctionnés et infiltrés aux corticoïdes. Et lorsqu'il y a une arthrite récalcitrante, rebelle aux infiltrations corticoïdes, on fait appel aussi aux isotopes et parfois au lavage articulaire. La rééducation est un volet important. On utilise d'ailleurs des orthèses de repos, des attelles de repos pour éviter les déformations dans la polyarthrite rhumatoïde. La gymnastique vertébro-thoracique qui est très importante dans la prise en charge de la SPA et l'ergothérapie pour la polyarthrite rhumatoïde. Le traitement chirurgical, c'est surtout le remplacement prothétique dans certains cas très avancés avec destruction des genoux et des hanches. Et l'évaluation de l'activité de la maladie, on utilisera des calculettes ou des applications qu'on trouve facilement sur Internet pour évaluer l'activité de la maladie. On utilisera le DAS28 pour la polyarthrite rhumatoïde et d'autres rhumatismes, surtout lorsqu'il y a une atteinte articulaire périphérique, et le BASDAI et le BASFI dans la SPA. L'éducation thérapeutique aide à la gestion quotidienne de la maladie devant des contextes particuliers, par exemple de vaccination, de voyage, de grossesse, et il comporte des ateliers avec l'intervention d'infirmiers, de psychologues qui aident à la gestion quotidienne de la maladie pour les patients. Donc voilà, en conclusion, vous devinez que la place du médecin généraliste dans la prise en charge initiale est primordiale. D'ailleurs, il doit travailler conjointement avec le médecin rhumatologue pour une prise en charge efficiente et à temps surtout de tout rhumatisme inflammatoire chronique pour optimiser les soins envers le patient, éviter un coût important et un handicap pour le patient et un coût important pour la santé publique. Voilà, et je vous remercie.